Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Stories. Ravi de vous retrouver. Offrons-nous aujourd'hui une véritable plongée dans le monde opaque, vertigineux, inquiétant pour certains, des algorithmes qui ont littéralement envahi notre quotidien, avec la scientifique star Aurélie Jean, auteure d'un livre sur le sujet. Elle sera avec nous en plateau dans quelques instants. En deuxième partie d'émission, nous irons beaucoup plus loin. Comment la data peut-elle se mettre au service des entreprises pour créer un monde meilleur? On en parle avec Pierre Nouguet, président d'Ecosys, qui tentera de répondre à cette question, sans oublier la chronique attendue d'Amancio Sampaio qui nous dira comment l'intelligence artificielle réussit à se loger dans notre brosse à dents, peut-être la vôtre. Ça vous étonne? Moi aussi. Smart Stories, c'est parti. Bonjour Aurélie Jean, bonjour, bienvenue. Vous êtes docteur en sciences, entrepreneur, vous avez travaillé pendant 5 ans au MIT où vous enseignez encore aujourd'hui. Vous dirigez également la société In Silico Veritas qui est basée aux États-Unis et qui est spécialisée dans les algorithmes, qui fait plus précisément de la modélisation numérique. On va reprendre à zéro si vous voulez bien et faire un peu de pédagogie. Les algorithmes, ils sont où? Ils sont où dans notre vie de tous les jours? Alors, les algorithmes, on a souvent du mal à les décrire parce que ce sont des entités intangibles qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas, qu'on ne ressent pas, mais avec lesquelles on interagit au quotidien. Donc ils sont partout. Ils sont dans vos outils numériques. Ils sont lorsque vous interagissez avec une machine, lorsque vous allez par exemple même faire un examen biologique sanguin. Il y a des machines, des algorithmes qui vont tourner pour faire des mesures, etc., etc. Donc on interagit au quotidien avec des algorithmes sous différentes formes et avec différents niveaux de complexité. Alors quand vous faites de la modélisation numérique, qu'est-ce que c'est exactement? Et qui sont vos clients? C'est des entreprises qu'on connaît tous? Oui, alors exactement. Donc aujourd'hui, avec mon entreprise et en collaboration, je suis partenaire chez Altermind. En fait, on fait du développement, on fait beaucoup de choses, mais on fait entre autres du développement algorithmique. Ça veut dire quoi? Donc on va créer pour des clients en fonction d'un besoin business précis, on va développer une stratégie algorithmique. On va littéralement développer des algorithmes, soit à la main explicitement, soit les entraîner sur des données dites d'apprentissage. Et on va du coup définir des stratégies data. Donc comment on collecte la data, qu'est-ce qu'on fait avec cette data, où on la stocke, etc., etc., pour répondre à un besoin business. Et souvent, on élargit après pour essayer de donner des ouvertures, essayer d'aller vers le pas de l'innovation pour ces entreprises. Alors ces entreprises, elles viennent vers nous surtout parce qu'au départ, elles ont un problème ou un enjeu business. Et nous, en fait, on les amène petit à petit à essayer de développer en interne des stratégies algorithmiques et analytiques pour donner sens à la data qu'ils ont, en fait. On va essayer de prendre un exemple. Donnez-nous un algorithme hyper simple sur lequel vous ayez déjà travaillé et qui ait éventuellement changé la vie d'une entreprise. Alors, je peux vous donner un exemple. Alors, pas forcément en donnant le nom du client, mais par exemple, on a travaillé pour un client où ce client avait des données en fait sur ses propres clients et sur la manière dont les clients interagissaient avec l'application, sur la manière dont les clients interagissaient avec les individus dans les boutiques en question, dans les agences en question. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une stratégie algorithmique personnalisée dans chacune des boutiques à travers la France pour justement essayer de comprendre les clients et de pouvoir donner quelque part des éléments de compréhension et de langage à l'individu qui interagissait avec ce client pour ne pas l'ennuyer et plutôt aller le voir lorsqu'il en a besoin. Voilà, donc c'est vraiment une espèce de stratégie pour mieux comprendre et au contraire, on valorise justement l'humain chez le client et chez la personne qui interagit avec le client. Alors ce marché de la modélisation algorithmique, comment est-ce qu'il évolue? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il est en train d'exploser? De surcroît avec le confinement, est-ce qu'avec Altermind, avec qui vous travaillez, vous croulez sous les demandes? Écoutez, ou non? Oui, voilà. Alors après, on va les chercher aussi, on se bat parce qu'il faut les convaincre. Voilà, et je pense qu'on a les défauts de notre qualité. Nos qualités, c'est qu'on a une méthode unique. Le défaut, c'est qu'il faut l'expliquer. Donc je vais vous expliquer. Donc l'idée en fait nous, c'est qu'on s'attaque toujours à des problèmes industriels, business, qui sont souvent des problèmes économiques, des sujets économiques qui sont difficiles à tacler, difficiles à résoudre, et que nous en fait ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher des solutions, en tout cas un éclairage dans la recherche académique pour répondre à ces problèmes business, économique, industriel. Et donc, c'est une méthode. Pourquoi on fait ça? C'est justement parce que le marché de la modélisation numérique algorithmique, la data, l'IA, peu importe le mot que vous mettez derrière ça, a tellement augmenté, a tellement explosé que même au sein de la recherche académique, moi en tout cas j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'il y a peut-être 20 ans, il fallait des années, des dizaines d'années peut-être pour voir un résultat d'une recherche arriver dans le milieu industriel. Depuis moins de 10 ans, on voit bien qu'en 2-3 ans, en tout cas
en intelligence artificielle et en data, on voit qu'il faut parfois 2-3 ans pour voir le résultat se traduire dans un cas business. Et donc nous, ce qu'on se dit, on va essayer d'aller plus vite. Et c'est pour ça qu'on a tous quasiment en fait un background académique, on enseigne toujours, on travaille avec des chercheurs à travers le monde, et donc on essaie de faire en sorte de mettre ensemble des compétences très différentes, puisqu'on travaille aussi de manière transversale, pour résoudre des problèmes en fait très particuliers. Voilà. Vous dites data, algorithme, intelligence artificielle, on a l'impression que vous mettez tout dans le même sac, mais c'est quand même pas la même chose. Alors, si, parce qu'en fait, moi, j'aime pas trop utiliser le mot IA. Intelligence artificielle, c'est un mot qui est un peu buzzword, qui peut faire peur potentiellement. Moi, je parle de sciences numériques, donc c'est des sciences simulatoires. Donc, on va écrire des algorithmes. Ces algorithmes sont là pour essayer de représenter, de modéliser un scénario, un phénomène, une situation sur laquelle on veut répondre. Enfin, on a une question à laquelle on veut répondre. Et cet algorithme, il va devoir être nourri ou calibré par des données. Les données vont nous permettre de définir comment l'algorithme doit se comporter. Et donc voilà, et donc l'IA, c'est littéralement de faire des simulations numériques, parce que cet algorithme, on l'implémente dans un code de calcul pour faire une simulation et répondre à la question donnée. Je l'ai dit tout à l'heure, vous enseignez au MIT, vous avez créé votre entreprise à New York, vous vivez entre la France et les États-Unis, ce qui ne doit pas être très simple en ce moment. C'est pas évident. Donc comment on fait? On fait tout par visio, par call, etc. Donc vous êtes basé ici, j'imagine? En fait, pour le moment, là, je repars dans un mois et demi, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué parce que, comme vous voyez, la situation est très difficile. Moi j'ai des papiers, donc je peux aller dans les deux pays, c'est pas un problème, mais c'est pour des questions, il faut qu'il y ait des vols, il faut... Bon. Maintenant, côté business, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Je vais être honnête avec vous, parce que nous, en fait, on peut travailler à distance. Moi, aujourd'hui, je travaille, par exemple, on travaille pour un client américain, je ne l'ai jamais rencontré personnellement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc tout se fait en télétravail. On est obligé. Il suffit d'avoir plusieurs ordinateurs. On est obligé. Voilà. Moi, j'ai 4 ordinateurs à la maison, ils tournent bien, et on a une super équipe. 4, il en faut 4. Ouais, j'ai pas mal de choses qui tournent à la fois, et puis j'ai beaucoup de backup, mais c'est vrai. Et puis on est une équipe qui on travaille très bien en fait. Et puis on est obligé parce que notre modèle est mondial. Donc on parle avec des gens qui sont situés partout dans le monde. Mais c'est là où j'en viens à ma question suivante. Qu'est-ce que les États-Unis vous apprennent? Est-ce qu'ils ont véritablement une longueur d'avance sur les sujets dont vous parlez? C'est très différent. Est-ce qu'ils vous tirent vers le haut? Et si vous n'aviez pas cet ancrage aux États-Unis, est-ce que vous en seriez là où vous êtes aujourd'hui? Je pense que c'est très différent. C'est-à-dire que c'est pas forcément les mêmes problèmes, c'est pas forcément les mêmes choses qu'ils regardent. Donc ça, je peux pas forcément dire d'un point de vue industriel. Moi, ce que les États-Unis m'apportent et ce qu'ils m'ont toujours apporté, ils m'apportent en fait cette idée. C'est comme ça que j'ai été formée au MIT, ce qu'on appelle la recherche orientée, c'est-à-dire qu'on prend un cas réel, concret. Et puis on essaie de le résoudre. Souvent, on a du mal à le résoudre, mais on essaie de le résoudre en développant des sciences fondamentales. Et en fait, c'est cette approche que j'aime bien, c'est d'aller chercher dans les sciences fondamentales, dans la recherche, dans l'innovation, très en amont, des éléments qui peuvent nous aider à approcher et résoudre un problème concret business. Voilà. Donc c'est cette approche qui me plaît beaucoup et que j'ai appris là-bas. Je voudrais qu'on parle de votre livre, Aurélie Jean. Vous avez publié en 2019 « De l'autre côté de la machine, voyage d'une scientifique au pays des algorithmes » aux éditions de l'Observatoire. On voit la couverture à l'instant même. C'est un livre qui est devenu un immense succès. Vous avez fait exploser, je ne sais pas combien, vous l'avez finalement tiré. On a dépassé les 20 000 en juin. 20 000. Donc là, je sais plus où on en est. Ce qui est absolument colossal. Ce qui est énorme, sur un sujet quand même niche. Très niche. Oui, voilà. Exactement, vous avez employé le bon mot. Comment est-ce que vous expliquez cet engouement pour les algorithmes? Alors c'est peut-être vous qui le vulgarisez particulièrement bien. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est que c'est le meilleur moment pour en parler. Je vais être tout à fait honnête, on le voit bien, c'est-à-dire qu'on a... Alors, pour les mauvaises raisons, parce qu'en fait, c'est avec tous les scandales qu'on a vus depuis 3 ans, en fait, les gens s'y intéressent, ont peur, et que, en fait, moi, j'ai voulu ce livre, et c'est la collection, en fait, de facto de Gaspard Koenig qui le veut, c'est que c'est une collection où on doit expliquer aux lecteurs un concept à travers notre propre apprentissage, notre propre découverte. Et donc, moi, j'ai décidé d'écrire sur mon apprentissage à moi en partant de l'âge de 18 ans où j'ai mon premier ordinateur, 19 ans où j'ai écrit mon premier algorithme à la main, jusqu'au par exemple, au marathon de Boston où j'ai simulé en fait les explosions des bombes pour essayer de déterminer les risques de traumatisme crânien des gens autour des bombes. Donc vous avez vulgariser. Voilà. Vous avez réussi à vulgariser. Pourquoi cette notion de vulgarisation, elle est si importante aujourd'hui en 2020, Aurélie Jean? Alors, elle est très importante pour moi depuis toujours et elle est très importante, encore plus importante aujourd'hui parce qu'en fait, on a, vous l'avez sûrement vu, mais quand on voit des indicateurs, en fait, les gens ont perdu confiance dans les sciences, dans la médecine et dans l'IA, parce qu'on a vu une sorte de IA bashing au cours du confinement, c'est-à-dire que les gens ont jugé l'intelligence artificielle incapable de prédire la pandémie, incapable de résoudre la crise. Et en fait, ça vient tout simplement d'une petite méconnaissance et c'est normal, on ne leur explique pas. Donc en fait, moi, ce que je veux, c'est expliquer aux gens pourquoi l'IA n'a pas pu prédire la pandémie de Covid-19 alors qu'elle
elle apporte des éléments d'anticipation de la grippe saisonnière chaque année. Pourquoi est-ce que les modèles se passent comme ça? Pourquoi il y a parfois des incohérences ou des biais algorithmiques, des discriminations technologiques? Comment on peut les fixer? Quel est son rôle à soi, etc., etc. Et donc, je pense que ce livre a bien marché parce que c'est un livre qui prend les gens par la main. Et je pense que c'est le meilleur moyen, c'est l'art de la narration, le storytelling à l'américaine. C'est on prend les gens par la main, on les emmène gentiment par des choses, même des références du quotidien, pour les amener finalement à un sujet complexe. Ouais. Vous parlez du Covid, au moment où la planète aurait vraiment besoin de se rassembler, de se serrer les coudes. Comment est-ce que vous expliquez que le numérique, justement, soit aussi inefficace? Alors, il n'est pas inefficace. On a quand même le sentiment qu'on est dans une nasse et que personne ne s'en sort et qu'on aurait besoin d'une solution. Pourquoi cette solution, c'est pas la data finalement? Alors, il y a en partie une solution data, puisqu'en fait, on a eu des spots, des collectes de data en fait, où on peut échanger de la data entre les pays. Je crois qu'en Europe, il y a des initiatives. Pardonnez-moi, on n'arrive même pas à récolter la data en France avec l'application Stop Covid. Donc, je ne vois pas comment on peut l'échanger avec les pays alentours. C'est plusieurs sujets à la fois. Stop Covid. Alors, commençons par Stop Covid. Stop Covid, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça n'a pas forcément bien marché. Je pense qu'il y a eu un problème de pédagogie. Il y a peut-être eu un problème. Il y a toujours un problème de pédagogie. Je pense qu'il y a un souci aussi de transparence et il y a eu des incohérences. Par exemple, j'ai vu un projet de la CNIL, et je remercie la CNIL de faire son travail, qui a vu en fait qu'il y avait quand même des données personnelles collectées alors qu'il était statué que non. Donc ça a créé de la méfiance de la part des citoyens. Qu'il y a eu un manque de pédagogie sur l'explication. Voilà, il y a eu des choses et puis il y a eu aussi une incompréhension de la part de la communauté technique, de voir que le code n'était pas ouvert dès le départ, je pense que c'est un gros problème de communication et voilà, et ce rapport de la CNIL qui a pas fait du bien forcément. Et puis il y a quand même une chose qu'on oublie, c'est quand on parle de Stop Covid, moi je parle de l'Europe toujours. Et que le RGPD, que vous connaissez sûrement, qui est le texte européen de protection des données, c'est quand même un texte qui a servi à deux choses principales. La première, protéger les données du citoyen en Europe, mais aussi de permettre la circulation de la data dans toute l'Union européenne. C'est quand même un signe fort. Et aujourd'hui, on a vu que chaque pays, j'aimerais bien comprendre pourquoi en fait, chaque pays a fait sa propre application. Et je trouve ça dommage parce qu'il aurait fallu avoir une application à l'échelle européenne, avoir la circulation de la data à l'échelle européenne pour avoir une cohérence en fait du suivi des gens entre les pays. Alors, si la data est suffisamment exploitée selon vous, qu'est-ce que les algorithmes peuvent nous apprendre de cette crise, de cette pandémie et peut-être de la sortie de crise à venir? Est-ce qu'il y a des outils prédictifs? Alors, il y a des choses qui existent, les gens travaillent en fait pour même des choses comme la logistique dans un hôpital. Comment on répartit les malades, comment on déplace des malades d'un institut à l'autre, d'un hôpital à l'autre. On peut aussi regarder en fait l'évolution, la transmission, la propagation du virus dans certaines régions en identifiant ce qu'on appelle des patterns, donc des schémas répétitifs que l'on voit à différents endroits et qui sont quelque part des signaux faibles d'une relance d'un virus, etc. Donc il y a des choses qui sont faites aujourd'hui. Il ne faut pas taper en fait sur le numérique. Le numérique sert et il faut. Vous avez le sentiment que les gens tapent dessus? Sur l'IA, oui. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup d'articles pendant le confinement disant qu'encore une fois, l'IA est incapable. L'IA nous a déçus. Je ne dirais pas les journaux, c'est pas le problème, mais voilà. On est quand même face à un problème mondial qui est totalement irrésolu, Aurélie Jean. Parce que c'est un problème compliqué. Donc s'il n'y avait pas eu ce qu'on a en IA, on serait encore plus bas? C'est ça que vous voulez Non, dire? Absolument pas. Ce que je dis, parce que je ne connais pas assez bien le sujet, par contre, ce que je dis, c'est qu'on peut expliquer très simplement pourquoi on n'a pas pu prédire le Covid-19. Parce que deux raisons toutes simples. Oui. Premièrement, parce qu'on n'avait aucune connaissance du mode de transmission du virus, donc on ne pouvait pas alimenter explicitement l'algorithme dans sa logique. Deuxièmement, c'est un événement rare, donc il n'y a pas de récurrence, il n'y a pas d'événement passé. Donc on ne pouvait pas faire un algorithme qui apprenait sur des événements passés similaires, tout simplement. Ça s'explique très simplement et ça aurait évité en fait cet acharnement, parce qu'il y a vous savez, il y a deux réactions, c'est soit la naïveté, soit le rejet épidermique. La naïveté, c'est croire que l'IA peut tout faire, tout. Et le rejet épidermique, c'est de rejeter les outils. Et c'est un peu dommage, quoi. Vous qui travaillez aux États-Unis, si on sort de l'Europe, comment est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une solution qui émerge là du côté de la Silicon Valley? Je suis pas. Il y a un moment où quand même il y a quelque chose qui émergeait. Je sais qu'il y a quelque chose qui est sorti au Canada. Ça, je le sais parce que c'était je crois que c'est le MILA qui l'a développé, donc le laboratoire de Montréal. Je ne pourrais pas vous en dire plus. Aux États-Unis, je ne suis pas certaine. Je ne sais pas exactement ce qui se fait. En tout cas, je n'ai aucun membre de ma famille là-bas ou de mes amis qui m'ont dit avoir eu
ne serait-ce l'opportunité d'utiliser une application. Mais vous êtes étonné qu'un Google associé à... que les GAFA n'arrivent pas à sortir une solution? Alors, je crois que Google a sorti quelque chose récemment en lien avec Google Maps. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il y a eu une sortie récente, il y a 10 jours. C'est pas suffisamment révolutionnaire pour je transformer les choses. L'algorithme, c'est comme le Covid, il se répand, il transpire partout. Est-ce que vous voyez quand même des limites? Et est-ce que vous avez des sources d'inquiétude? Est-ce qu'il faut se blinder, se prémunir? Vous savez, la source d'inquiétude que j'ai, et je ne suis pas quelqu'un de très... Je suis très optimiste, hein, donc j'essaie de toujours voir le verre à moitié plein, parce que je pense que c'est important. Ce que je pense, c'est que le petit bémol que je mets, c'est qu'avec tous ces outils... Je ne suis pas une spécialiste des machines, hein, des robots humanoïdes, etc. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est qu'on interagit de plus en plus avec des objets, des machines qui nous ressemblent, dans la voix, dans les mots utilisés, dans la morphologie, le physique, et que toutes ces choses-là risquent d'avoir un effet sur nous, et que... vous connaissez peut-être ça, mais on parle d'intelligence artificielle forte, lorsque la machine a conscience d'exister et ressent des sentiments et des émotions, etc. Ça n'arrivera jamais, d'accord? Sauf qu'on aura l'impression de... Je m'explique, si une machine, par exemple, vous dit « je vous aime, je t'aime », vous aurez l'impression qu'elle vous aime. Mais pas du tout, en fait. C'est une simple logique analytique, c'est une intelligence analytique, simplement. Pas émotionnelle, pas créative, pas pratique. Et donc, c'est le seul bémol que je mets. Et moi, je ne suis pas du tout spécialiste de l'interaction en machine, hein, mais c'est qu'on va rentrer dans une... On aura l'impression de... Et je pense que ça peut avoir des conséquences sur nos rapports et voilà, et nos ressentiments, et pour éviter de tomber dans le film Her, pour les gens qui l'ont vu. Voilà. Dernière question, parce que le temps file. Quelles sont les bonnes pratiques? Est-ce qu'il y a des conseils que vous donneriez pour éviter de se faire manger tout cru par la data et les algorithmes? Écoutez, alors, des méthodes alors déjà, on ne va pas se faire manger tout cru. Il ne faut pas voir ça comme le méchant loup. J'en parle dans mon livre, en fait. C'est-à-dire que je dis qu'il faut développer son esprit critique, il faut comprendre comment ça marche. Et même si on ne comprend pas tout, parce que je donne l'exemple dans le livre de ma grand-mère qui comprenait ce qu'était un cookie et qui comprenait ce qu'était la géolocalisation et qui me demandait de l'éteindre quand on était ensemble dehors. Mais sans véritablement comprendre tous les détails, on en comprend un minimum pour tout simplement poser les bonnes questions, tout simplement avoir le choix, comment on utilise une application, quand l'utiliser, savoir si on passe en Wi-Fi ou pas à l'extérieur, etc., etc., pour juste comprendre en fait la posture qu'on doit avoir par rapport à ces outils et les questions qu'on a le droit de poser et les réponses qu'on a le droit d'exiger. Voilà. Merci beaucoup Aurélie Jean, le temps file. Merci infiniment d'être venue sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences, entrepreneur et que vous dirigez la société In Silico Veritas aux États-Unis. À très bientôt. Merci. On va poursuivre sur ce sujet de la data dans cette émission et comprendre comment cette dernière peut permettre aux entreprises de gagner en performance durable. On va en parler avec vous. Pierre Nouguet, bonjour, vous êtes le cofondateur d'Ecosys. Mais avant tout, Amancio Sampaio est à nouveau avec nous. Bonjour Amancio, bienvenue. Je rappelle que vous êtes consultant en stratégie, ancien président d'une multinationale en France. Et vous avez creusé pour nous, dans ce domaine de la data, de l'IA, des algorithmes, un sujet et un marché en explosion, celui de la tech et de la data dans notre brosse à dents. Alors, j'ai vraiment envie de comprendre est-ce qu'il peut y avoir est-ce qu'il y a de l'intelligence artificielle dans ma brosse à dents? Voilà, sachant qu'elle est électrique. Peut-être oui, peut-être non. Peut-être que oui. Je ne crois pas encore. Et j'explique, en fait, c'est vrai que la tech, elle est partout, en fait, dans notre quotidien. C'est arrivé même à notre brosse à dents. Et pour expliquer, j'ai utilisé l'exemple d'une brosse à dents de l'entreprise Colibri, qui a une brosse à dents connectée. C'est une start-up française qui a eu beaucoup d'innovations dans son parcours. Et comment ça marche, en fait, c'est que dans la tête de la brosse à dents, il y a des capteurs qui vont pouvoir, avec précision, identifier où elle se place, quelle est son inclination, quelle est la vitesse, combien de temps elle reste sur place. Ensuite, ces données-là, c'est là où ça rentre l'intelligence artificielle ou les algorithmes pour pouvoir transformer ces données dans la recommandation d'utilisation. Et cette recommandation, elle peut être ou instantanée ou bien différée. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Un instantané, elle va dire « Attention, vous n'êtes pas au bon endroit, ça va trop vite, l'inclination, elle n'est pas bonne ». Un différé, elle va dire, après qu'on a fini, et ça, c'est pas bien, juste avant de dormir, c'est elle dit « Vous avez couvert seulement 60% de votre brossage ». Pourquoi est-ce que ce secteur est en explosion? C'est en croissance. En fait, la health tech, en général, c'est un secteur health tech. Voilà, la technologie pour la santé, justement parce qu'il y a une accélération des lancements avec chaque fois plus de bénéfices pour les consommateurs pour améliorer sa santé, son bien-être et avec un axe très fort aussi sur la prévention.
Et ça, il a un très grand intérêt au niveau du consommateur. C'est pour ça qu'il a une accélération des lancements et de l'intérêt, parce que vraiment, ça forge en fait une amélioration de la santé et des habitudes aussi plus saines. Merci beaucoup, Amand Chaud. Vous restez avec nous, évidemment. Et on s'intéresse à vous, Pierre Nouguet, donc coprésident, cofondateur d'Ecosys. Concrètement, vous travaillez, vous disséquez, vous triez la data pour en extraire la smart data. Parce que trop de data, tue la data, c'est ça? Absolument. Trop de data, on se perd dans trop de data. Donc il faut, avant de faire beaucoup de data, ce qu'on appelle la big data, s'intéresser à ce qu'on appelle la smart ou la value data. C'est-à-dire moins de données, mais pour être capable de définir ce qu'on appelle des modèles de données. Puisqu'en fait, quand on veut utiliser des algorithmes, il faut savoir pourquoi on les fait, pourquoi on les développe. Il faut se poser la question du sens de ces algorithmes et la raison d'être de ces algorithmes, le projet de société ou le projet d'entreprise qu'il y a derrière un algorithme. Si vous ne commencez pas par définir le projet que vous avez ou le problème que vous avez à résoudre, pas la peine de mettre beaucoup de données. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a trop de data un peu partout qui justifie qu'on soit obligé d'aller en extraire la substantifique moelle? Très clairement, il y a beaucoup de data, de plus en plus, il y en a de plus en plus. Donc il y a de la mauvaise et de la bonne? Bien sûr, de la mauvaise, de la bonne, dans tous les domaines. C'est quoi de la mauvaise, c'est quoi de la bonne? Donnez-nous un exemple. Une mauvaise data, c'est une mauvaise qu'on ne peut pas analyser, parce qu'elle est en vrac, elle est comme si vous aviez un grand sac dans lequel vous mélangez tout et vous ne savez pas trier. Il faut commencer par trier, ranger ce qui est intelligible, parce que, en fait, aucun algorithme naît sans qu'il y ait un être humain qui se soit, en tout cas, posé la question de comment j'ordonnance, comment je précise les éléments. Et aujourd'hui, effectivement, il y a trop de data, donc il faut... Enfin, il n'y a pas trop de data, il y a de plus en plus de data. Jusqu'à présent, on ne s'apercevait pas qu'on était entouré de plein de données. Et pour que nos vies s'améliorent, et c'est le sens d'une smart data aussi, une data intelligente, il faut qu'elle soit utile pour nos vies et que nous ne la subissions pas. Et ça, c'est nouveau. Et on commence à se poser la question d'une intelligence artificielle ou d'intelligence qui soit à la fois éthique, explicable et certifiable. Ce n'est pas simplement un endroit où on ne contrôlerait rien, on ne se poserait aucune question. Alors, qui sont vos clients aujourd'hui chez Ecosys ? Comment est-ce que vous travaillez avec eux concrètement? Donnez-nous un exemple. On a des clients dans le domaine de la mobilité. Par exemple, la mobilité durable. Aujourd'hui, c'est un sujet majeur. Comment se déplacer, que ce soit en voiture, en avion, en bateau, à pied ou en train. Comment on combine ces mobilités et comment les citoyens peuvent passer de l'un à l'autre avec une intelligence qui va vous dire, effectivement, en prenant tel chemin, tu vas pouvoir utiliser tel style de transport. Et ça change tout, parce que jusqu'à présent, on était là avec nos plans, nos cartes routières, nos systèmes. Aujourd'hui, sur notre smartphone, on demande d'un point A à un point B. Et bien évidemment, de plus en plus, il ne faut pas simplement réfléchir sur le transport, mais que ce transport soit intelligent et, si possible, décarboné. Alors, on vit une crise inédite, brutale. Est-ce que la data et l'intelligence artificielle, elles ont, selon vous, changé de visage ? Oui. En raison du confinement, pendant cette crise sanitaire, économique, sociale qui s'annonce? Oui, je crois que c'est une grande occasion de se réinventer. Jusqu'à présent, on vivait d'une certaine façon à la fois la crise sanitaire, mais la crise de sens qu'il y a derrière, les réflexions sur à la fois la jeunesse partout dans le monde, nous amènent à penser d'abord le sens. Et effectivement, la data n'a pas de sens si on en parle, ou les données n'ont pas de sens, avoir des informations, ça n'a pas de sens. Quel est le projet de société, même quel est l'idéal de société. Et c'est un sujet qui est majeur aussi bien en France qu'en Europe, que dans le monde, parce qu'on s'aperçoit qu'en termes géopolitiques, la façon de penser en Chine, même la relation aux citoyens, ou même aux États-Unis d'Amérique, en Inde ou en Russie, n'est pas la même a priori que celle qu'on espère pouvoir développer sur le continent européen. Vous êtes en train de nous dire que maîtriser la data peut permettre de créer un monde plus durable. Donnez-nous des exemples. C'est l'objectif. Par exemple, un élément important. Les forêts, les océans, par exemple. Les océans, mais plus que ça. Si on prend un exemple très précis, tous les auditeurs qui s'y intéressent pourront se connecter. Il y avait jeudi, par exemple, le grand rendez-vous BIG, organisé par la Banque publique d'investissement française, notre banque publique. Comme on a notre éducation nationale, on a une banque publique. Et cette banque publique travaille depuis 3 ans sur un modèle que j'ai là, qui s'appelle Demain, donc c'est facile, vous le retrouverez assez aisément sur Internet, en Demain BPI. Et ce modèle travaille sur 9 enjeux majeurs. 9 enjeux demandés par les Français. Dans la société française, de quoi avons-nous envie? Eh bien, les Français nous disent, on veut être mieux protégés. On ne veut pas nous voler nos données, mais on ne veut pas aussi nous tirer dans le dos, on ne veut pas être victime d'attentats, etc. Donc il faut mieux nous protéger. Comment on fait pour mieux nous protéger dans la société française aujourd'hui? Mais aussi, on veut réussir la transition énergétique. Mais de la même façon, on veut vivre et vieillir en bonne santé. On veut répondre à l'épanouissement de l'individu. On veut créer l'entreprise de demain. Bref, on a autour de ce modèle 9 enjeux que chacun peut exprimer en termes simples. C'est quoi la société dans laquelle chacun d'entre nous a envie de vivre? Et ça, c'est un projet que nous avons décidé de développer en collectif, en disant, qui que nous soyons, dans les 67 millions de Français ou dans les 380 millions d'Européens,
quel est votre projet de société, quel est votre rêve, et vous le définissez avec vos mots, et à partir de ce moment-là, on est capable de créer un collectif pour un nouvel idéal de société. Et c'est cette crise-là qui nous amène à se dire, mais finalement, vivre ensemble, c'est quoi l'idéal, c'est quoi cette vision? Et ça touche des sujets du quotidien comme des sujets plus stratégiques. Ben justement, sur cet exemple, quelle est votre contribution spécifique dans les cas, par exemple, sécuritaires de votre entreprise? Quelle est la collaboration? Alors, par exemple, le défi européen dans le domaine de la sécurité et de la défense européenne, c'est de dire le droit européen doit être appliqué. Nous ne pouvons pas accepter que des GAFAM, des États-Unis ou les BATX de la Chine puissent avoir des données des citoyens européens sans que les citoyens européens en soient d'accord et sans qu'il y ait une législation qui soit respectée. Pour ça, il faut qu'on ait des grands groupes industriels de cybersécurité, de contrôle des données, qui soient de droit européen et que nous puissions protéger. Donc notre travail est d'être capable de définir les conditions pour résoudre ce problème complexe, de protéger les valeurs européennes. Pour ça, il faut travailler aussi bien avec des opérateurs de téléphonie que des opérateurs sur la reconnaissance faciale ou la sécurité des informations, et bien évidemment, dans le cas extrême, de pouvoir défendre nos intérêts d'une façon plus forte que simplement protéger nos données. Pourquoi est-ce que cette fameuse data que vous défendez avec ferveur, elle ne nous permet pas d'aller plus vite vers une sortie de crise? Allons plus loin que ce qu'on s'est dit encore avec Parce que c'est nouveau, c'est ce qu'expliquait très bien Aurélie Jean, c'est nouveau, parler de données... C'est nouveau, mais enfin quand même, finalement ça fait presque un an que c'est arrivé en Chine, on a l'impression non mais d'accord, mais je parle des mutations industrielles, on a quand même plusieurs révolutions. La révolution entre 1990 et 2020, c'est 30 ans. C'est une explosion complète. Entre 1990 et 1960, on était un petit peu avec nos vélos à pédales. On avait des règles à calcul à l'appel des ordinateurs. Aujourd'hui, les choses s'accélèrent, la téléphonie s'accélère, mais tout ça est nouveau en termes de société. Donc, il faut que les processus, les mathématiques se mettent en œuvre. Donc, la data n'a pas réponse à tout. Mais c'est une prise de connaissance, une prise de conscience. En fait, le défi derrière tout ça, de l'intelligence des données ou de l'intelligence artificielle, c'est un défi à l'intelligence humaine. En fait, avec des données, on va peut-être s'apercevoir qu'on est plus éclairé, qu'on ne refait pas les bêtises du XXe siècle, sur les guerres, les batailles, etc. On va s'apercevoir qu'effectivement, dans le monde entier, et il n'y a pas besoin des algorithmes pour ça, tout le monde ne dort pas, ne vit pas à sa faim, etc. Donc, il faut absolument prendre du recul. Donc, c'est ça qui est nouveau. Je pense que le cycle 2020-2050, avec la montée en puissance des jeunes qui sont nés au cœur de cette algorithmie, de ces données, va complètement changer le modèle de société. Et derrière un mot qui est clé, quel est l'idéal de société que nous avons envie de partager? Alors, il faut les aider, ces jeunes. Qu'est-ce que vous pensez du plan de relance qui a été annoncé? Est-ce qu'il va dans le sens des jeunes et de cet idéal de société partagée? Alors, notre position, en tout cas, chez Ecosys Group, qui avons lancé le collectif Codin, c'est de dire qu'il ne peut pas y avoir de plan de relance efficace dans la durée sans un idéal de société partagée. Et la bonne nouvelle, c'est que depuis des dizaines d'années, des femmes et des hommes, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, travaillent sur cet idéal de société. C'est-à-dire qu'au-delà des systèmes politiques, il y a des hommes et des femmes qui pensent que l'environnement est un élément majeur. L'inclusion est un élément majeur. On ne peut pas dire qu'on réussit une société quand on a des gens qui sont laissés de côté. Le côté durable est important. Donc finalement, on s'aperçoit qu'il y a plein d'hommes et de femmes qui partagent ces mêmes valeurs. Et oui, le plan de relance met 100 milliards sur la table, mais maintenant, mettre de l'argent sur la table avec des chèques et des zéros, sans se dire à quoi ça sert, où est-ce que c'est utilisé dans les régions de France ou européennes, c'est difficile. D'où l'importance d'avoir le projet de société. On finira là-dessus. Merci beaucoup, Pierre Nouguet. Je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Ecosys. Amancio Sampaio, on se retrouve dans 15 jours. Merci à tous les deux. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Et on se retrouve dès demain pour de nouvelles histoires fantastiques d'entrepreneurs.